Bonjour et bienvenue pour ce nouveau temps fort des Agora Live de l'expérience client. L'Observatoire des services clients a rendu ses enseignements et ses tendances 2022. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Léoté, directrice générale BVA CX Unit. Bonjour Nathalie. Bonjour, merci. Avant de rentrer dans les chiffres, au cœur vraiment des tendances et des enseignements, peut-être un petit point méthodologique sur l'étude pour expliquer le contexte. Alors, sur l'observatoire, oui, c'est un observatoire qui existe depuis de nombreuses années, une quinzaine d'années maintenant, qui est réalisé auprès d'échantillons représentatifs de la population française et des autres populations, puisque c'est un observatoire international qui est réalisé dans 5 pays. Et dans chacun de ces pays, on interroge 1000 personnes représentatives de la population française des 18 ans et plus, pour être très précise. Donc, je dirais une méthodologie classique, fiable et reconnue. Combien d'items combien de thèmes? On a, en fait, l'Observatoire a été créé pour élu service client de l'année, puisque BVA intervient comme partenaire sur ce sujet. Et l'Observatoire a pour vocation de cadrer les données, de voir comment les services clients et toute la relation client évoluent dans le temps. Donc on a à la fois des données de pratique, d'usage, quels sont les comportements des populations de chacun de ces pays, et puis aussi des données de satisfaction et d'enjeux autour de la relation client. Donc c'est vraiment pour nous la base qui permet après de faire évoluer aussi les évaluations et les services clients de l'année sur de nouveaux critères et faire qu'elle est toujours en phase avec la réalité des clients. Alors le digital a explosé dans les mœurs, notamment en raison du Covid. Comment ça se vérifie justement au niveau de la relation client? Alors le digital, effectivement, et tu le dis, le Covid a vraiment poussé les choses. Aujourd'hui, on a à peu près 3/4 des populations, quels que soient les pays, qui ont contacté un service client, quels que soient les canaux. On l'a là, 78% en France, plus dans d'autres pays. Et on le voit, le digital, tout mode digitaux confondus, est le premier canal. C'est vraiment un point important. Il ne faut pas négliger pour autant les autres. Le téléphone à lui seul est le premier canal. Si vraiment on considère juste ce canal, il est loin d'avoir disparu et il est toujours présent. Et puis on a encore du courrier, des différentes formes qui existent. Mais c'est vrai que le digital est prépondérant. Les chatbots sont en croissance, on l'a vu encore sur ces dernières vagues, et on a pu mesurer aussi le nombre de canaux différents qui étaient utilisés par les différents clients, et on a en France presque 4 canaux, en Italie et en Espagne plus de 4 canaux, puisque les Italiens utilisent en moyenne 4,5 types de canaux différents. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a en fait pas le luxe de se privilégier juste un canal au détriment d'un autre. On est obligé aujourd'hui, en tant qu'opérateur, d'être présent sur tous les canaux digitaux, le téléphone et aussi les autres canaux physiques et courriers. Tout est nécessaire. Très bien. Je vois que les champions un peu des canaux digitaux, ce sont un peu l'Europe du Sud, l'Espagne et l'Italie. Comment on le justifie? Est-ce que c'est une question de maturité, de digitalisation? Alors, on retrouve effectivement, donc l'étude, je le disais, l'observatoire est fait sur 5 pays, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre et France. Très souvent, sur l'ensemble des résultats, on va dire de façon transverse, on a les Espagnols et les Italiens, et plus encore les Italiens, qui sont très utilisateurs, très proactifs, très en attente, très mixités. Quand les Anglais sont un peu plus en retrait sur l'usage, je pense qu'il y a juste des pratiques culturelles, peut-être des éléments aussi qui ont fait que les choses se sont implantées plus vite. Peut-être dans certains pays, il y a des pratiques et des cultures différentes. Mais on a, je dirais, au-delà de ces éléments d'intensité, on a des résultats qui sont totalement similaires. En fait, l'histoire qui est racontée est la même et la façon d'appréhender les services clients est la même dans tous les pays. C'est juste un peu plus intense en Italie et en Espagne, et un petit peu moins en Angleterre. D'accord, ça ne veut pas dire que si j'ai une bonne satisfaction en France et que je souhaite intensifier, on va dire, mon expérience client en Espagne, nécessairement, je dois ouvrir un nouveau canal.
Non, il faut. Non, on a vraiment sur. Alors après, je dirais, ça dépend aussi un petit peu du secteur d'activité de ce qui est fait. On ne peut pas juste toujours caler complètement les choses. Mais effectivement, sur les canaux majeurs, sur cette nécessité d'avoir cette mixité de canaux et d'avoir des relations hybrides, c'est quelque chose qui est vraiment transverse et qu'on retrouve partout. Parce que je voyais, notamment en Espagne, par exemple, un constructeur automobile qui a réussi à vendre sur l'intégralité du parcours de vente se fait sur WhatsApp, je crois. Donc, oui, on peut avoir des choses tout à fait innovantes et on a vu des éléments d'accélération qui sont apparus avec la privation des espaces physiques. Donc, oui, il y a des choses assez novatrices. Alors, quand on dit digital, bien sûr, dans le diptyque, c'est digital humain, digital physique, c'est indissociable. Mais on se rend compte qu'avec votre observatoire, que la relation client à distance, aujourd'hui, joue un rôle dans l'efficacité des parcours, notamment en magasin. Comment ça se manifeste ? Tout à fait. On a déjà un premier phénomène, c'est qu'on va avoir la moitié des clients qui, au moment d'un contact, un moment d'une demande, un moment d'un besoin, vont utiliser plusieurs canaux et vont mixer effectivement pour un même besoin, pour une même démarche, du digital et du physique, parce qu'ils vont se renseigner plutôt sur la disponibilité d'un produit avant de se rendre en point de vente, des choses comme ça. Donc on va avoir cette multiplicité qui se met en place. Donc non seulement il faut offrir tous les canaux, mais en plus il faut qu'ils se parlent. Et on le voit très clairement dans les résultats de l'Observatoire. Ce qui se passe en amont ou en aval sur le digital va complètement influencer l'acte d'achat, en positif comme en négatif. D'accord, donc là on est sur une extension du Web to Store, c'est un peu ça l'idée ? Oui, après, on a vraiment l'ensemble des combinaisons qui sont possibles. On va commencer par du téléphone, on va commencer par du online, on va continuer sur du point de vente et puis on va demander une confirmation par téléphone. Enfin, on a vraiment l'ensemble des mix qui n'est pas toujours... Enfin, le Web to Store est une solution, mais malheureusement... ça va être de la FAQ, du self-care, du bot... Tout à fait. On a vraiment... D'accord, les parcours sont... les parcours sont nombreux, c'est toute la complexité d'ailleurs pour les opérateurs, de réussir à combiner quel que soit le parcours. Et surtout, pour un même individu, le parcours ou la mixité de ces parcours ne va pas être la même. On va avoir des canaux éventuellement préférés, mais surtout cette préférence va dépendre de ce qu'on est en recherche, de la situation où on est en mobilité, on n'est pas en mobilité, ouais, tout à fait, ouais. On est stressé, on n'est pas stressé, c'est un achat accessoire ou c'est un achat important. Compulsif. Voilà, donc le contexte est extrêmement important et influence le comportement même d'un même consommateur. En fait. D'accord. Donc, d'une part, si on doit résumer, des clients qui sont friands de digital, de canaux digitaux, d'autre part, des entreprises qui l'ont compris. Comment ça se concrétise au niveau des niveaux de satisfaction ? Est-ce que finalement on est sur des niveaux de satisfaction plus forts ou est-ce que c'est relativement homogène par rapport aux années précédentes ? On a des niveaux de satisfaction qui sont élevés, on va avoir des différences, mais au global, sur l'ensemble des canaux, sur l'ensemble des pays, on est sur des niveaux de satisfaction qui sont bons. Voire qui sont très bons sur certains canaux. Ce qui est à la fois une chance parce qu'effectivement, on a des clients en face qui sont satisfaits et les services à distance font le job, comme on dit, avec quand même aussi des difficultés, c'est-à-dire que comment on continue à s'améliorer quand on est déjà dans une satisfaction bonne, devenir excellent est très difficile. Le point supplémentaire, l'amélioration est compliqué et difficile. Et je le disais tout à l'heure, performer est essentiel pour concrétiser l'acte d'achat. Ne pas performer est tout à fait dommageable pour l'acte d'achat et les gens sont prêts à sanctionner si une information se passe pas bien en amont. Donc, ou à se détourner de l'achat. Donc, effectivement, aujourd'hui, la satisfaction est bonne. Mais comment on fait pour être encore meilleur quand l'ensemble des consommateurs deviennent de plus en plus experts et donc ont de plus en plus de demandes ? C'est compliqué. Alors on voit sur votre slide que les Allemands sont un peu les champions là finalement, tous canaux confondus. Tous canaux confondus, on a en général effectivement il y a un taux de SAT très fort, des scores très très forts qui sont à plus de 80%, voire de 90%. Donc on a
9 clients sur 10 qui sont satisfaits en Allemagne. Quand on est moyenné sur toute une population, tout type de demande, tout type de canaux, quand on voit l'hétérogénéité des sujets qui sont abordés, être à 9 sur 10 de satisfaction, c'est tout à fait excellent. Mais même les autres pays sont bons quand même. Est-ce qu'on peut admettre dans ces cas-là que l'Allemagne et peut-être les entreprises allemandes, ou du moins, sont plus tournées vers le client ? Après, il y a peut-être une meilleure adéquation, c'est une façon d'être tourné vers le client, une meilleure adéquation effectivement entre le service qui est rendu et l'attente. Je le disais, l'attente va varier en fonction des moments, en fonction du contexte, en fonction de la demande, en fonction de l'achat. On n'est pas sur une réponse linéaire et de toute évidence, ici, on arrive à avoir une très bonne réponse adaptée au moment, aux besoins, aux clients sur un moment donné. Mais les autres sont bien aussi. Je vais quand même rendre aussi hommage aux Anglais, aux Français, aux Italiens et aux Espagnols. Les niveaux de satisfaction sont tout à fait encourageants ou positifs. Si on doit aborder maintenant les facteurs de différenciation, parce que finalement, quand on arrive à des niveaux de satisfaction qui sont bons, voire très bons, malgré tout, il faut savoir se différencier sur le marché, même si on est tous excellents, et c'est encore plus dur de ce fait. C'est compliqué. Quelles sont les clés justement qu'on peut avoir sur le sujet ? Oui, c'est compliqué. On le voit ici. Tous les canaux sont nécessaires. On a des niveaux de satisfaction très bons. Donc, comment on fait en tant qu'entreprise pour à la fois continuer à performer, se différencier sur l'ensemble des sujets. C'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les entreprises et c'est le revers de la médaille de ces bons niveaux de satisfaction et de ces bons niveaux d'usage. Nous, on est convaincus qu'une des façons de se différencier et de créer quelque chose de plus, c'est de mettre de l'émotion. Alors l'émotion, tout le monde en parle et c'est un terme qui est parfois un terme un peu valise ou compliqué à exprimer. C'est mettre l'émotion de la marque qui répond. C'est-à-dire que quand on appelle un service client d'une marque spécifique, on doit avoir une expérience, une façon de répondre. Il faut que la réponse soit bonne, il faut que la réponse soit, ou que l'information donnée soit donnée clairement et rapidement, évidemment, mais dans le ton, dans la façon de l'exprimer, dans la façon d'engager la relation, qu'elle soit humaine ou digitale avec le client. Il faut qu'on retrouve la valeur de la marque, le ton de la marque. Et ça passe par de l'émotion. Alors c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement sensible chez BVA, puisqu'on y travaille depuis longtemps autour des sciences comportementales et on a pu définir les émotions essentielles à mettre en place dans une expérience client et qui aujourd'hui nous permettent à la fois de créer des expériences qui intègrent ces émotions ou une ou plusieurs de ces émotions et de les mesurer. Mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui indispensable si on veut avoir une relation qui est au-delà d'une relation performante, une relation qui s'inscrit, qui est vraiment signature de l'expérience que j'ai vécue avec la marque. Et justement, si vous parlez d'émotions en particulier, quand vous ciblez, c'est quelles émotions qu'on vise ? Alors, nous, on a identifié 4 émotions clés. Bien évidemment, il y a plein d'émotions, mais 4 émotions clés qui sont indispensables pour faire qu'une expérience devienne mémorable et ancrée pour la marque. La première, c'est l'élévation. L'élévation, c'est tout ce qui va être différent, surprenant. Ça peut être d'aller au-delà des attentes, mais ça peut juste être une façon d'appréhender, d'avoir un ton un peu différent, de surprendre, de faire qu'on n'est pas sur le même appel, sur le même échange, sur le même mail que d'habitude. Donc c'est l'élévation. Le pride, qui est quelque chose qui est déjà couramment pratiqué, qui est de valoriser le client, de lui montrer qu'il est important pour la marque, qu'il est important dans la relation. L'insight, qui est quelque chose qui est beaucoup moins pratiqué et sur lequel on travaille beaucoup, qui est d'éveiller la curiosité de l'interlocuteur et de lui apporter une information. Autant il y a la surprise dans la relation, on se dit « Ah, je ne le savais pas, c'est quelque chose de différent et ah, j'ai appris quelque chose sur la marque, sur moi, peu importe, mais il faut que, qu'on satisfasse cette curiosité. » C'est par exemple dire au client qu'on sait qu'il est client depuis plusieurs années, que... Oui, voilà, oui, tout à fait, par exemple, ou lui dire qu'on a remarqué qu'il était
plutôt quelqu'un qui anticipait, que peut-être qu'on peut lui proposer un service différent pour de l'informer en avance, ou on va lui expliquer quelque chose sur la marque, comment le produit est fabriqué, ou pourquoi le délai de livraison va être long, parce qu'on lui raconte la chaîne de fabrication et comment c'est fait juste pour lui. Enfin, il y a plein de façons de donner une information qui va au-delà d'une information purement factuelle. Sur la relation. Autant insight, donc côté entreprise, côté marque, côté client. Hein. Tout On à est fait. d'accord. C'est vraiment faire qu'il termine ce contact. Et encore une fois, je le décris dans de l'humain, mais ça marche aussi évidemment dans tout ce qui n'est pas humain et ce qui est digital. Faire qu'à la fin du contact, ils se disent tiens, j'avais pas réalisé ça, mais c'est vrai en fait. Voilà. Et là, ça va ancrer quelque chose qui va être différent. Alors, on évoquait donc l'élévation, qui est plutôt, vous me dites déjà, assez acquise dans les entreprises, dans les organisations. Pride également, le fait de valoriser le client et l'insight qui l'est un peu moins. Il y a une dernière tendance aussi que vous vouliez aborder. Il y a une dernière tendance qui est la connexion. Alors la connexion, on peut se dire, c'est effectivement mettre en connexion, réussir, mais il ne s'agit pas là d'être accessible et qu'on arrive à joindre. C'est vraiment d'avoir une connexion de valeur. Et là aussi, je parlais tout à l'heure de ton. Il s'agit de retranscrire le ton de la marque, mais aussi d'être dans l'émotion de son interlocuteur. Quelqu'un qui va être stressé, quelqu'un qui va être mécontent, quelqu'un qui va être impatient. Voilà, comprendre son émotion et répondre à cette émotion avec une émotion pas nécessairement similaire, mais en tout cas qui est en accord et qui montre qu'on s'est réellement connecté au client et à l'individu. Vous disiez que l'étude avait 15 ans. Là, vous dites que l'émotion a quand même une place depuis quelques années. Quand est-ce que vous avez vu justement émerger justement ce besoin d'émotionnel dans la relation client ? Ce besoin d'émotionnel, ça fait plusieurs années qu'on y travaille chez BVA parce qu'on c'est issu des sciences comportementales et BVA est pionnier et expert des sciences comportementales. Donc ça fait maintenant plusieurs années qu'on y travaille. Là, ça fait ce modèle, on l'a construit il y a 2 ans à peu près. Et on le met en place et surtout on va jusqu'à la mesure et on se rend compte que quand on a mis ces éléments en place, la satisfaction, l'engagement du client est renforcé. Les niveaux des NPS que les marques aiment tant grimpent, donc ça marche. Alors j'ai une question d'Isabelle qui nous demande si les indicateurs que vous montriez préalablement sont tous secteurs confondus et disponibles par secteur, et où trouver les résultats, tout simplement. Alors, ils sont tous secteurs confondus, effectivement, puisque là, on va avoir une vision de la population française. Il y a des détails par secteur. Donc, alors, déjà, les résultats sont accessibles. Je ne sais pas si vous mettrez à disposition, mais les résultats sont accessibles. Le lien est disponible. Il y a aussi des analyses qui sont faites de façon plus poussée ou par secteur quand on rentre dans les éléments et le service client de l'année. Mais là, on va aussi avoir des données confidentielles qui appartiennent à le service client de l'année. Donc tout n'est pas disponible, mais certaines choses sont disponibles et je vous invite à aller consulter. Il y a beaucoup plus de choses que ce que je viens de dire dans l'observatoire. Avant de nous quitter, si on doit retenir justement une chose de cet observatoire, de cette tendance de la relation client. Retenir une chose, c'est que les choses progressent, les choses évoluent, les choses s'intensifient, les clients sont très très en demande. Les marques répondent bien, mais c'est de plus en plus compliqué de s'améliorer et de progresser. Très bien. Merci beaucoup Nathalie Léoté. Je rappelle que vous êtes directrice générale BVA CX Unit. C'est la fin de cette keynote qui faisait part des enseignements et tendances 2022 de l'Observatoire des services clients par BVA. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes à 11h15 précise en compagnie de Brendan Natral, cofondateur et directeur général d'EasyWare, pour parler un peu de sa vision de l'expérience client. À tout de suite, restez connectés.